Bonjour à tous, c'est Thierry. Nous sommes le premier week-end de février 2024 et il y a 8 mois, donc fin mai 2023, j'avais fait 2 ou 3 vidéos de synthèse sur les titres proposés par l'Institut des Libertés. Vous savez, il y avait un portefeuille de 10 titres, 10 actions du CAC 40. Ce qui m'intéressait dans leur approche de la gestion de long terme, c'était une position qui était un petit peu renforcée sur repli, hein, mais c'était une proposition relativement passive où tous les trimestres, eh bien, vous deviez regarder en fait la pondération de vos titres dans votre portefeuille. Et à partir du moment où un titre perdait, était à moins de 10%, ben, vous renforciez. Et à partir du moment où un titre était au-dessus de 10%, ben, vous allégiez et vous rééquilibriez ainsi les titres à peu près 10%. Alors, outre le fait qu'à part si vous avez vraiment un gros portefeuille avec beaucoup d'actions dans tous les cas, vous êtes capable au pourcentage près de rééquilibrer comme ça, parce que parfois si vous avez que 2 ou 3 titres, c'est beaucoup moins évident. J'avais proposé d'une part de voir ce qu'on pouvait faire en regardant plutôt une fois tous les week-ends en mettant des petites alarmes et en utilisant l'analyse technique et graphique et sûrement pas en l'utilisant avec une usine à gaz compliquée avec des tas et des tas d'indicateurs, mais quelque chose qui soit accessible par tous et de façon gratuite sur une plateforme. Là, ce que vous avez derrière vous, par exemple, moi j'utilise Pro Realtime et, avec des données en fin de journée, c'est entièrement gratuit, mais il y en a d'autres, hein. Il y a Trading Stat, enfin j'ai pas toutes les citer. Donc je suis sponsorisé par personne pour faire cette vidéo. Donc ce que j'avais proposé, c'était qu'on regarde en fait un petit peu si on pouvait avoir des zones de retournement et des signaux qui nous permettent de rentrer peut-être au bon moment dans des creux afin d'essayer d'optimiser encore le moment de l'entrée par rapport à quelque chose de beaucoup plus passif qu'une fois toutes les fins de trimestre. Et puis le deuxième point dont je vous avais parlé, c'était attention, au-delà de la pondération, la question c'est est-ce que vous allez mettre tout l'argent que vous avez du jour au lendemain dans toutes ces actions et les répartir d'un coup avec 0% de cash et 100% de titres, ou est-ce que vous allez peut-être essayer d'aller progressivement, de garder du cash quand même pour justement profiter de la baisse future éventuelle des titres. Et je vous invitais à ne pas vous presser, je vous invitais à attendre, à surveiller le marché puisque chaque action a des respirations à la hausse et à la baisse. Que moi je suis assez partisan de ne pas rentrer dans le train quand il est déjà parti, mais plutôt d'attendre des creux de marché. Alors on va faire un petit peu la synthèse de tout ça. Globalement, en fait, sur ces 10 titres, bien vous en avez, si vous aviez suivi les, les indicateurs que je vous avais donnés sur les dernières vidéos que j'avais faites sur la chaîne YouTube, vous retrouverez le lien en dessous de cette vidéo, et bien on pouvait rentrer en fait sur 5 de ces valeurs sur les 10 derniers mois, 5 des 10 valeurs proposées, et en fait quasiment 7, il y en a 2, je ne les compte pas parce que c'était à un chouïa, on va les voir ensemble les unes après les autres. La moralité de tout ça, c'est que à part sur une de ces valeurs où je suis rentré sur une cassure par le haut, les 4 autres valeurs, je suis entré tout près des supports dont j'ai parlé, avec bien entendu un gain par rapport à quelqu'un qui serait rentré fin mai, tout d'un coup, en se disant voilà, je mets 10%, puis j'attends tous les trimestres de repondérer. Donc voilà, on va regarder ça ensemble tout de suite. Alors, derrière vous, vous avez à gauche ici l'unité de temps trimestrielle, et à droite, vous avez l'unité de temps mensuelle. Donc je pense que c'est vraiment important de prendre en compte ceci, parce que la plupart des analyses techniques sont toutes en fait sur les unités jours, et l'unité jour, elle correspond à une certaine période d'investissement. Bon, et je ne pense pas qu'elle soit forcément très adaptée au temps long, justement quand vous voulez construire un portefeuille sur la durée, en n'ayant pas des optiques de trading avec un stop loss, etc., mais plus bâtir votre capital parce que vous croyez dans la croissance de ces valeurs sur le long terme, parce qu'elles ont une bonne équipe dirigeante, parce qu'elles ont des fondamentaux solides, et où donc, au fur et à mesure, en fait, vous allez essayer de renforcer vos positions sur ces valeurs-là. Donc, eh bien, sur de l'investissement à temps long, vous voyez que, en fait, c'est très intéressant d'aller regarder
les unités de temps vraiment longues, qui sont à votre disposition aussi sur les outils dont je viens de vous parler tout à l'heure. Et là, en l'occurrence, on va simplement regarder l'unité mensuelle et l'unité trimestrielle pour ces valeurs, et ça suffit amplement. Vous voyez, quand on n'est pas trop pressé, quand on n'a pas beaucoup de temps pour faire de la bourse et pour regarder ces écrans, eh bien déjà, ça peut suffire. Vous mettez une petite alarme, vous allez vous connecter une fois de temps en temps, une fois par semaine ou deux fois par mois, puis quand ça sonne, vous regardez, vous jetez un coup d'œil, et il y a peut-être moyen de renforcer. Alors, la première valeur qu'on a devant nous, c'était Accor. Et Accor, vous voyez que c'est justement l'exception qui confirme la règle, c'est la seule valeur dans laquelle je sois rentré, en fait, moi, par cassure par le haut. Alors en trimestriel, ici, vous avez une zone ici de résistance, vous voyez, avec beaucoup de mèches hautes. Et dès qu'on la dépasse, eh bien, cette zone de résistance, ça devient une zone support. Et on va chercher dans la zone des 45 à 50 euros et au-dessus. Donc, moi, j'ai attendu qu'on la dépasse, et plus précisément sur l'unité mensuelle qui est à droite, j'attendais qu'on dépasse en fait cette zone-là qui était celle du RET 90. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de tous les indicateurs, c'est le milieu entre le plus haut et le plus bas des cours sur les 90 dernières périodes. Voilà, donc on l'a dépassé, on a clôturé effectivement le mois de janvier au-dessus, donc j'ai pris une petite position en espérant que cette zone des 35 qui était une résistance et qui était le haut d'un range, vous voyez, sur cette valeur, eh bien, devienne désormais support et qu'on aille chercher maintenant cette zone des 45 à 50 euros. Donc là-dessus, je vous avais donné un signal de dépassement du RET 90 et donc il vient d'être fait. Donc oui, on pouvait entrer. C'est la seule des 10 valeurs où je ne fais pas un achat sur repli, mais un achat, ça arrive parfois, vous voyez, sur signe de force, cassure d'une résistance qui peut entraîner une poussée haussière. Alors derrière, on a Air Liquide. On avait Air Liquide où je vous avais montré ce couloir haussier en unité mensuelle et où je vous avais dit également qu'on pouvait essayer de rentrer si on revenait sur la moyenne mobile 50 périodes, vous voyez en bleu pointillé ici, vraiment sur le long terme, profiter d'un trou d'air, d'une part d'apport sur la base de ce support haussier et ensuite en deuxième entrée sur la MM50. Bon, vous voyez que Air Liquide a fait un parcours exceptionnel, on a très peu corrigé, et donc non, je ne suis pas re-rentré, je n'ai pas renforcé sur la valeur, au contraire, j'ai plutôt allégé lorsqu'on a touché et dépassé en fait cette zone de résistance haussière qui correspond pour moi plus à un petit peu de surachat, un petit peu d'emballement, donc j'ai allégé personnellement sur la valeur. Alors, puisque je parle d'Air Liquide et de cet exemple-là, j'en profite pour rappeler une petite chose dont je n'ai pas parlé au début de la vidéo, c'est que non seulement moi je ne rentre pas en une seule fois, supposons que j'ai 100 000 euros sur deux portefeuilles, on peut le faire avec n'importe quel montant, ça va aussi. Donc on va le diviser par 10 au départ en disant, ok, on va essayer d'équilibrer un petit peu la pondération de mes 10 valeurs du portefeuille Institut des Libertés. Donc je vais allouer au maximum 10% de mon capital, donc 10 000 euros sur chacune de ces valeurs. Donc déjà au départ, je ne vais certainement pas rentrer 10 000 euros, ça va être mon capital maximum que je vais investir sur cette valeur. Et donc je vais garder une partie de cash pour justement profiter de ces corrections qui n'arrête pas de se produire finalement, quand on est un petit peu patient, la patience étant, je pense, une des vertus fondamentales, cardinales, des investisseurs qui gagnent de l'argent. Eh bien, non seulement donc je ne rentre pas à 100%, mais je ne rentre pas non plus en une seule fois sur une première zone de repli, lorsque je mets mon manteau, non pas de trader, avec un stop loss, avec éventuellement un seul niveau d'entrée dans la majeure partie des cas et un stop loss assez proche, je vais là quand même me donner un petit peu de mou et avoir une, deux, voire trois lignes de défense et rentrer donc progressivement parce que je ne vais pas pouvoir forcément anticiper au pourcent près la zone de rebond et la façon dont ça va se produire, même si j'ai un signal. Et donc là, je vous avais donné sur Air Liquide deux zones, je vous avais donné le support de ce couloir, et puis la MM50, bon, vous voyez qu'on n'y est pas allé ni dans un cas ni dans l'autre, donc là, c'était pas possible sur Air Liquide. Par contre, sur Capgemini, bien, je vous avais tracé en fait ce couloir, vous voyez, j'ai d'ailleurs toujours l'alarme dessus, ce couloir aussi en vous disant que depuis qu'on l'avait cassé par le haut, eh bien, c'était une résistance qui était donc devenue un support. Et donc, eh bien, si on flirtait avec cette zone support, il y avait vraiment quelque chose d'intéressant à surveiller. C'est dans le rond, la petite pastille mauve que je vous ai mis
ici en fait, hein, voilà. Et en zoom sur l'unité mensuelle, vous voyez que pendant vraiment plusieurs mois en fait, vous aviez la possibilité de rentrer au ras de cette zone de support et vraiment sur les plus bas de l'année 2023. Alors ce qui est intéressant en plus, c'est que Capgemini a formé là une figure qu'on appelle un drapeau haussier, c'est-à-dire qu'on a eu une première vague de hausse ici, importante, et puis on a eu des allers-retours dans ce couloir. Ici, vous voyez le haut et le bas de ce couloir, comme ça on a fait des zigzags à l'intérieur de ce couloir, et puis finalement à un moment on s'est trouvé ce support, donc qui est en fait celui-ci, hein, en violet, hein, sur l'unité trimestrielle, et à partir du moment où on a cassé la résistance ici et on a validé ce support, eh bien en analyse technique et chartiste, donc ça valide ce qu'on appelle un drapeau, donc je vous laisse regarder les objectifs théoriques, etc. Mais en tout cas, voilà, ça a donné une impulsion haussière importante, et maintenant Capgemini a dépassé les 200 €, donc là, très bon touchdown sur Capgemini, en étant un petit peu patient, on prenait vraiment au ras des plus bas de l'année sur Capgemini. Après, je vous avais parlé de Danone, et sur Danone, je vous avais parlé donc de la Mogalef mensuelle. Alors, c'est ça, de redescendre, vous voyez, on reste en mensuel ici. En mensuel, on était à la fois dans un couloir descendant, hein, comme ceci, que vous voyez là et là, et puis dans un range, hein, horizontal, avec des zones de polarité. Et donc, bon, il y avait eu quand même 3 impacts précédents à 46 € sur Danone. Et donc le mois de mai, on était, je regarde ma petite bougie, voilà, on était fin mai, on était par là, on était en train de redescendre, voilà, on était ici. Donc on était à mi-chemin entre le haut et le bas du range, avec une bougie baissière assez menaçante. Et donc j'avais proposé d'attendre la zone globalement du bas du range, donc la Mogalef, la Bollinger inférieure, le bas du range ici vers les 47. Hein. Eh bien on n'y est pas allé. Vous voyez qu'on a cette pastille verte ici, qui a marqué en fait de la force, puisque lorsqu'on ne revient pas en bas d'un range et qu'on le réattaque, eh bien ça donne des chances de le supplémenter, on va dire, de le casser par le haut, puisque finalement les vendeurs ont réfuté la possibilité d'aller chercher cette zone support. Les acheteurs se sont manifestés avant, donc il y a eu des achats qui se sont produits, donc c'est plus un biais positif pour la sortie du range, pour l'instant en tout cas, en termes de repli. On n'a pas atteint le niveau souhaité, donc on ne pouvait pas, en tout cas je ne pouvais pas personnellement, hein, parce que je ne donne pas de conseils, mais je ne suis pas rentré sur la valeur Danone sur repli. Sur L'Oréal, L'Oréal, il s'en est fallu d'un chouïa en fait. Je vous parlais de l'EMA15. Ici, vous voyez la petite courbe en pointillé en trimestriel à gauche. Tout simplement parce qu'on s'en est approché à beaucoup de reprises et on l'a enfoncé. On est allé chercher la zone comprise entre la MM20 et le MA15. Alors, pardon pour les termes barbares, hein, pour ceux qui ne font pas du tout l'analyse technique. La MM20, c'est la moyenne mobile des 20 derniers cours, des 20 dernières bougies. Et le MA15, c'est la même moyenne mobile avec une fréquence de 15 dernières bougies et exponentielle. Hein. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails pour ceux qui n'en font pas, mais sachez que c'est très simple à paramétrer. Je pense qu'en quelques 2 ou 3 heures de prise en main vraiment sur n'importe quelle plateforme graphique gratuite, vous pouvez insérer 2-3 indicateurs comme ça. J'ai vraiment pas pris des choses compliquées ou qui soient vraiment... il ne faut pas avoir fait de brillantes études et 2 ans de trading derrière pour être capable d'avoir un environnement assez simple comme ça et de suivre tout ce dont je vous parle. Mais sinon, de toute façon, je continuerai de faire des vidéos de façon régulière sur ces titres-là. Donc vous voyez, j'aurais pu être un peu moins gourmand et vous dire, regardez, on a eu des mèches basses un petit peu au-dessus de l'EMA15 là, hein, et c'est vrai qu'on en avait pas mal, et c'est ce qui s'est produit encore sur L'Oréal. J'ai peut-être voulu être un petit peu trop gourmand sur L'Oréal, mais on n'a pas touché le MA15, il s'en est fallu d'un cheveu ici. Donc on va dire que voilà, à peu de choses près, on ne pouvait pas rentrer sur L'Oréal. Ici j'avais mis 2 pastilles vertes, vous voyez, sur l'unité mensuelle, ça correspondait à la moyenne mobile 50 périodes, où je remarquais que voilà, parfois de façon très épisodique, on pouvait mettre une alarme sur la MM50 parce qu'à chaque fois qu'on venait la toucher, on avait très souvent des rebonds assez forts et ça montrait bien aussi la délimitation basse, hein, de ce courant de long terme qu'on avait sur L'Oréal. Bon, L'Oréal a bien tenu, hein, la route également. Donc, eh bien voilà, pas de regret à avoir. On n'a pas atteint la zone optimale qu'on recherchait, donc très bien, on n'a pas investi sur cette valeur-là. LVMH, par contre, là, oui. Je vous parlais de l'EMA 15 en trimestriel, en vous faisant remarquer que là aussi, vous voyez, dans le nuage entre la MM20 et le MA15, toujours pareil en trimestriel, eh bien, on était redescendu une fois, on s'en était rapproché, donc
Si on avait la chance d'aller chercher le MA15, ça pouvait être un point où on allait chercher des signaux sur les unités inférieures. Donc bah, c'est ce qui s'est produit, on a fait un double bottom, un double creux hein, sur les unités inférieures, donc ça a validé vraiment la structure de rebond. Et regardez ce qui se passe depuis, on a repris déjà quasiment 20% hein, par rapport au plus bas très récent sur LVMH. Donc là, eh bien cette EMA15 nous a servi de signal pour rentrer quasiment au plus bas, alors que si on s'était précipité sur la valeur, vous voyez, au mois de mai ou au mois de juin, on serait rentré autour des 850. Donc là, ça nous a permis de rentrer plutôt vers 675, 680. Quand je dis nous, je ne parle que de moi, donc c'est le syndrome, je ne sais pas, Jules César, Alain Delon. Je devrais dire je, à chaque fois, première personne du singulier, hein, je ne donne pas de conseils d'achat ou de vente, voilà, je ne travaille pas en équipe ou dans une société. Voilà, donc on va remettre les choses à leur place, n'étant pas un professionnel hein, des marchés financiers par ailleurs. Donc en tout cas le MA15 ça a très bien fonctionné et on pouvait effectivement acheter cette valeur. J'ai pu acheter cette valeur alors un petit peu au-dessus de 700. J'ai attendu quand même la validation du signal. Pour Pernod Ricard, eh bien oui, là encore, oui, et là je vous proposais également plusieurs niveaux et plusieurs lignes de défense. La première ligne de défense, je la retrouve, le MA15 UT trimestriel. Vous voyez, on était ici, donc on l'a franchi et on l'a cassé. Il y avait une première ligne ici où on pouvait s'intéresser puisque ça nous validait éventuellement un range. Mais eh bien, il n'y a jamais eu en fait de signal de rebond. Hein. Donc très important hein, lorsqu'on investit. Et c'est pour ça, en plus, hein, j'essaie vraiment de vous transmettre quelques petites choses simples à l'intérieur de cette vidéo, c'est pas pour faire long, hein, et c'est acheter juste parce qu'on a atteint un certain niveau de prix, c'est pas génial parce que vous n'avez pas la confirmation que les cours vont s'arrêter sur ce niveau de prix et qu'ils vont pas continuer de trouer votre niveau et aller beaucoup plus bas. Alors qu'est-ce qu'on fait? On regarde les unités longues, on regarde des supports sur les unités longues dont je parle depuis tout à l'heure, hein, l'unité trimestrielle et l'unité mensuelle. Et quand vous avez une alarme qui se déclenche parce que vous arrivez sur cette zone potentielle de rebond, eh bien vous allez regarder les unités plus courtes. Et les unités plus courtes, là, miracle, ce sont des unités qui généralement sont compatibles avec des gens qui travaillent pendant la semaine, etc. Il suffit de regarder ça une fois toutes les semaines. Hein, le week-end, ou vraiment quand c'est chaud bouillant, le soir en rentrant, on jette un œil 5 minutes à la clôture, et vraiment vous avez déjà la possibilité de voir si on rebondit sur ces zones support ou pas. Donc là vous voyez déjà, en mensuel, vous avez deux grosses bougies rouges, on a traversé ça comme un TGV, on ne s'est pas arrêté, donc il n'y avait pas vraiment moyen de rentrer à ce niveau-là. Et par contre, je vous avais donné comme deuxième niveau d'entrée le RED 90 mensuel, qui est ici. Vous voyez la petite ligne verte là? Donc là, on avait effectivement le niveau du RED 90 mensuel qui était dans la zone des 150. Donc là, il fallait le surveiller et je vous avoue que moi-même, je suis rentré ici lorsque on a commencé à rebondir. Je ne suis pas rentré donc à 100%. Et lorsqu'on est descendu, eh bien, on est allé toucher le support oblique haussier. Alors regardez, il est toute beauté en trimestriel. Encore une fois, voilà, les gens qui ont le nez dans le guidon, comme ça, fixé sur l'unité jour, qui va vous montrer les 3 derniers mois d'évolution des cours de l'action, vous loupez complètement la vue d'ensemble globale et le recul sur plusieurs années qu'il est tellement intéressant d'avoir lorsque vous allez investir vraiment sur le long terme sur ces titres-là. Et regardez ici, on a vraiment, je ne suis pas du tout en échelle parabolique, hein, pour ceux qui connaissent, il n'y a pas besoin. Hein. Je suis sur du linéaire et on a rebondi une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et donc là 5 fois cette année, hein, en 2023, mais précisément sur un canal haussier, enfin un support haussier, pardon, oblique, tout à fait rectiligne. Donc là c'est impressionnant, d'autant qu'il correspond en plus à un retracement de Fibonacci pour ceux qui connaissent. Vous prenez le plus bas de l'action, le plus haut, vous faites les retracements et vous avez une zone des 38% ici, donc qui sont les retracements de Fibonacci, sont des zones que les traders surveillent parce que on sait que c'est susceptible, entre autres facteurs, de susciter justement des retournements de tendance, des rebonds, des titres, etc. Donc là on a une conjonction d'un support oblique trimestriel et d'un
ratio de Fibonacci, eh bien voilà, on a eu un rebond depuis. Alors après, il faut le surveiller, mais vous voyez que si vous aviez pris en compte en surveillance le RAID 90 et puis le support oblique aussi ici, eh bien vous aviez la possibilité d'identifier en tout cas une zone sur laquelle on est en train de rebondir et qui pour l'instant a permis d'arrêter la baisse des cours. Donc encore une fois, là vous restez entièrement maître de vos décisions. J'essaie juste de vous montrer par cette vidéo en quoi l'analyse graphique et technique, de façon surveillance hebdomadaire, en posant des signaux sur des unités mensuelles, des alarmes sur des unités mensuelles et trimestrielles, vous permet de gérer un portefeuille intelligemment. Il ne s'agit pas de sauter sur tout ce qui bouge, de sauter sur toutes les valeurs à la fois. Il s'agit de prendre du recul, de prendre son temps, d'être déterminé et d'être patient et d'acheter au fur et à mesure les valeurs lorsqu'elles viennent toucher les endroits où vous les attendez et de ne pas courir après elles parce que vous avez peur que ça continue de monter et de partir sans vous. Ça, pour moi, mon expérience personnelle, c'est la meilleure façon de perdre parce que à un moment, le marché va se retourner et si vous n'avez pas bien calculé le montant que vous êtes prêt à perdre et à assumer, psychologiquement, c'est très difficile et la plupart des gens deviennent nerveux et commencent à alléger leur position ou à revendre à perte. Voilà, donc c'est ce que vraiment je voudrais vous éviter en fait. Donc pour ça que je vous partage mon expérience personnelle là-dessus. Donc Pernod Ricard, on pouvait. Après, on a également Saint-Gobain dans notre liste. Ah non, pardon, on l'a pas Saint-Gobain. Alors, il y a deux valeurs qu'on n'a pas et que j'ai rajoutées, mais j'ai pas encore fait les AT dessus. Je les ai rajoutées parce que Charles Gave en parlait également, non pas dans son portefeuille, mais il les a cités comme étant également intéressants. Donc Saint-Gobain et Thales. Donc moi personnellement, j'en suis 12 et je vais en suivre 12 désormais sur 2024. Donc je passe à Schneider. On reste sur notre échantillon initial des 10 valeurs. Schneider, donc je vous avais parlé donc de la MM20 trimestrielle. Donc vous voyez qu'on n'est pas allé la toucher, mais qu'il s'en est fallu de peu. Par contre, je vous avais parlé du où est-ce que c'est du RAID 90. Ah pardon, c'est pas la MM20 UT trimestrielle, c'est la MM20 UT mensuelle dont je vous ai parlé, et du RAID 90 UT mensuel. Donc là aussi deux niveaux. Premier niveau, la MM20 ici, pardonnez-moi, à droite, dans la pastille verte. Et puis deuxième niveau, le RAID 90 ici. Donc, alors, on a également, vous voyez, comme dans le cadre de l'action précédente, un très beau support oblique haussier rectiligne ici. Et eh bien, en attendant la réaction des prix, vous avez une mèche basse en fin de mois ici et qui reclôture les cours au-dessus de la MM20, donc qui confirme son rôle de force de rappel et de support. Donc oui, il y avait possibilité de renforcer sur Schneider, sur des cours, encore une fois, qui permettaient un discount par rapport à, voilà, si je cours après le marché encore une fois et que je suis en mai-juin, vous voyez que j'étais à 170, et bien là, si j'attends un retour sur la MM20, on est quand même à 140, donc on est 20% en dessous. Donc c'est beaucoup mieux d'acheter Schneider, même si sur le long terme on continue de monter et qu'on dépasse d'ailleurs depuis 2024 les plus hauts historiques. Et bien vous voyez qu'en ne se précipitant pas sur l'action, au lieu de l'acheter à 170 en attendant 2 ou 3 mois, et bien on pouvait l'acheter à 140 et donc faire 20% de perf déjà supplémentaire rien qu'en l'achetant à 140 pour rejoindre les 170. Voilà. Donc encore une fois j'illustre toujours le fait qu'il faut être patient. Il faut être patient. Donc Schneider, oui, c'était possible. Sodexo, enfin, la 9e valeur. Alors Sodexo, non, c'était pas possible. Je vous avais parlé d'un support, vous voyez, vraiment de très long terme ici au niveau du support oblique trimestriel. Je remarquais que Sodexo en trimestriel avait quand même beaucoup de volatilité. On était sur un support horizontal vers les 70, mais pour moi, il y avait quand même un risque réel vu qu'on avait des plus hauts de plus en plus bas ici, des plus bas de plus en plus bas aussi. On pouvait s'inscrire éventuellement dans une tendance d'érosion, d'effritement des prix. Donc ça me paraissait difficile de profiter d'un repli assez léger vers 70. J'espérais une nouvelle rechute et de voir ce qui allait se passer. Donc j'avais parlé du SOH, support oblique haussier trimestriel ici. Ça n'a pas eu lieu, donc non, je ne pouvais pas, sur Sodexo rentrer. Et puis également la dernière, Total Energy. Total Energy, je vous avais parlé là encore du support oblique haussier mensuel, vous voyez, et vous voyez qu'il s'en est fallu d'un chouïa
là également, comme pour L'Oréal. Il s'en est fallu d'un chouïa. Alors, je ne reviens pas hein, sur ce que j'ai dit. Après, on n'est jamais au trait du crayon en bourse, hein, donc on peut considérer que voilà, bah, on a quasiment touché, etc. Bon, moi, sur les replis précédents, on avait vu que à quelques occasions, on était allé vraiment chercher la MM20. J'aurais espéré vraiment qu'on aille en fait avoir un contact sur cette MM20. Moi, j'avais mis une alarme hein, sur la moyenne mobile 20 périodes en mensuel. Donc, mon alarme n'a pas sonné. C'est pour ça que je dis d'un chouïa. Je ne suis pas rentré sur Total Énergie. Il s'en est fallu de vraiment à peu près 2%, hein, vous voyez. Depuis, on a un petit peu remonté. Et puis, bah, on verra pour la suite. Donc voilà, le bilan, c'est que alors, si je compte d'un chouïa, 7 cas sur 10, on pouvait rentrer sur repli. Et vous voyez que dans l'extrême majorité des cas, eh bien, c'était quasiment sur les plus bas de l'année, en étant patient. Si on ne prend pas le chouïa et qu'on reste strict, ce que je préfère d'ailleurs, on pouvait rentrer sur 5 valeurs. Donc il y avait Accor, Capgemini, LVMH, Pernod Ricard et Schneider. Voilà. Sachant que dans le cas de Accor, effectivement, je suis rentré sur le tard. Donc dans 20% des cas, je suis rentré sur une cassure haussière avec une résistance qui est devenue support derrière moi. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a servi. Si la chaîne vous plaît, eh bien, je vous invite à vous abonner. Hein. Si elle ne vous plaît pas, la réciproque est vraie. Voilà, je vous retrouve eh bien, prochainement, hein, lorsque j'aurai une petite info de suivi de ce portefeuille à vous proposer. Hein. Je ne le fais pas de façon régulière, c'est vraiment quand il se passe quelque chose que je sens l'envie de vous partager quelque chose d'intéressant. Donc voilà, je vous souhaite d'excellents investissements. Encore une fois, mon conseil, hein, soyez patient. Quand vous voyez quelque chose qui part vers le haut, ne faites pas le FOMO, un fear of missing out, comme on dit en anglais, c'est-à-dire la peur de ne pas en avoir, de vous dire que ça y est, maintenant, ça ne redescendra jamais, l'opportunité est trop belle, il faut absolument que j'en achète. Je ne peux pas donner de conseils, je vous dis, moi, mon expérience personnelle, c'est que j'ai commencé comme ça, j'ai commencé avec beaucoup de ce que je considère comme étant des défauts maintenant. Et je peux vous dire que sur des investissements, encore une fois, hein, de long terme, je ne parle pas de trading de très court terme, où on va prendre le plus vite possible une cassure haussière. Là, on parle d'un sujet complètement différent, qui est de l'investissement de père de famille, hein, avec un stop loss vraiment éloigné de l'endroit où on se trouve, et un objectif de construire sa position en baissant le prix de revient unitaire de ces titres au fur et à mesure. Donc, on va pas se mettre en stress, on va pas se pourrir la vie. C'est en général des capitaux, des patrimoines qu'on ne veut pas se permettre de risquer justement de façon importante malgré tout. Donc, patience, on définit à l'avance sereinement un plan de trade. Le plan de trade, c'est quoi? C'est définir les endroits sur lesquels j'attends mes valeurs. Si elles n'y vont pas, eh bien, je ne regarde même pas ce qui se passe. Si elles y vont, j'ai une petite alarme qui se déclenche, et là, je vais regarder sur les unités inférieures, et si j'ai des bougies intéressantes, si j'ai un signal qui me montre qu'effectivement, la valeur est en train de se stabiliser, de latéraliser, de travailler ce support, mais sans arriver à le casser, ou en tout cas, si elle le casse, elle rebondit immédiatement au-dessus, hein, un petit peu comme un bouchon que je vais envoyer sous l'eau, et il va remonter tout de suite à la surface. Et bien là, ok, il y a une question à se poser. Est-ce que, effectivement, je renforce ou pas? Et là, évidemment, la décision est toujours individuelle et elle vous appartient dans tous les cas. Voilà, très bien, très bon week-end, je n'ai pas dépassé la demi-heure, j'espère que ça vous a servi. Si vous avez aimé, vraiment, laissez-moi un petit like. C'est pas du tout par rapport aux algos YouTube, c'est pour moi, hein, c'est pour savoir si ça vous a plu, si ce que je vous ai fait aujourd'hui a du sens pour vous, vous a servi. Voilà, ça contribue aussi à mon élan de continuer de vous proposer des vidéos de ce style. Très bon week-end à tous, encore une fois, bons investissements.